Voilà 2 semaines que vos enfants ont fait leur rentrée et je le sais, ça vous a travaillé tout l'été. Comment bien préparer la transition entre le primaire et le collège et entre l'enfance et l'adolescence? 2 petites semaines pour faire face aux changements d'organisation, d'école, de professeurs, d'horaires, d'amis, mais aussi les changements physiques, psychologiques et émotionnels. Non, parce que si en plus les hormones s'en mêlent, bref, comment faire pour favoriser un passage harmonieux vers le secondaire? Si vous avez des questions, vous pouvez nous appeler en direct au 0803 x 0900. C'est Toussaint Corticat qui est notre expert, qui est resté avec nous, qui vous répondra. Bonjour Toussaint. Bonjour. Merci. On rappelle que vous êtes analyste transgénérationnel, c'est-à-dire que vous vous appuyez finalement sur l'étude de l'arbre généalogique de l'individu pour mieux expliquer et apaiser ses angoisses, en tout cas entre autres. Entre autres, oui. C'est un outil que l'on utilise, l'arbre généalogique. Essentiellement, en fait, on travaille sur la demande du client, son symptôme, et puis à partir de là, on essaye de voir ce qui entre en résonance. Pourquoi la personne ne trouve pas les ressources en elle pour pouvoir aller mieux. D'accord. Et donc, la résonance est importante et on va s'appuyer donc sur le passé de l'individu, mais aussi le passé familial. D'accord. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, justement, ça peut aider pour bien préparer la transition entre le primaire et le collège, pour apaiser les angoisses des enfants et peut-être plus celles des parents? Je crois que ce qui est important là, ce n'est pas tellement l'arbre généalogique, vous avez bien compris, mais sans doute d'essayer d'ouvrir un peu le contexte de la situation de départ. C'est-à-dire que favoriser la transition, ce n'est pas simplement pour l'enfant le passage du primaire au collège qui est important, c'est qu'il est pris dans un triptyque. Il y a l'événement, passé donc en 6e, et puis il y a la famille. Et donc là, l'aspect affectif. Est-ce que le groupe familial fonctionne bien? Et puis après, il y a son développement psychique. Et vers 10 ans, 11 ans, c'est un moment particulier du développement psychique. Donc il y a ces 3 éléments-là qu'il faut prendre en compte si on veut trouver les bonnes solutions pour que la transition opère. Parce que du coup, chaque année, c'est pas angoissé, c'est la même chose. Est-ce que c'est possible pour eux de faire en sorte que ça se passe au mieux? On peut faire quelque chose pour les parents, oui. Ah, bon. Effectivement. Bon, pour les enfants, il y a l'éducation nationale a prévu des stratagèmes, les faire venir, les faire rentrer un jour plus tôt, leur faire voir l'espace, etc. Donc c'est pas mal. Tout ce qui peut rassurer l'enfant dans l'apprentissage en fait du nouveau collège. Mais ce qui est important aussi, c'est que son univers familial ne soit pas sous pression, ne soit pas trop anxieux. Et là, effectivement, on pourrait avoir une préparation pour les parents. Des parents. Oui, et alors pourquoi ça fait peur tout ça? Ça fait peur surtout aujourd'hui parce qu'on a toujours tendance à essayer de rendre ses enfants heureux à tout prix, c'est-à-dire en leur évitant tous les obstacles, en essayant d'aplanir tous les obstacles, voire supprimer tous les obstacles, en se disant « mon enfant aura toujours le temps de souffrir plus tard, donc autant lui éviter là une souffrance quelconque ». C'est une erreur fondamentale parce que pour se développer psychiquement, il faut se confronter à la difficulté. D'accord. On avait une réaction d'une téléspectatrice, justement, qui nous disait « Nos enfants ont une grande capacité d'adaptation, il ne faut pas les contaminer avec nos angoisses de parents. On ne peut pas toujours les préserver, bien au contraire, et c'est comme ça qu'on grandit. » Vous êtes d'accord avec Marion ? Marion a tout à fait raison, effectivement. On a tendance à en faire un peu trop. Les parents ont tendance à en faire un peu trop. Qu'ils soutiennent, c'est une bonne chose, mais qu'ils fassent confiance à l'enfant pour qu'il puisse trouver les ressources en lui et les développer. Ça, c'est important. D'accord. Alors, comment est-ce qu'on va éviter de transmettre ces angoisses à nos enfants en tant que parents? Parce que je pense qu'on ne peut pas ne pas angoisser pour ses enfants. Et on ne peut pas ne pas transmettre. Ah, donc, bon. Voilà, on est mal engagé. Mais en fait, il y a un moyen très simple. Ouais. C'est déjà de savoir que quand on est angoissé en tant que parent, on va stresser son enfant. Parce que l'enfant est en contact émotionnel avec son parent, surtout encore à cet âge-là, on va dire. Mais la façon de désangoisser son enfant, c'est de nommer son anxiété à l'enfant. Et de dire que soit on est anxieux, mais que ça ne concerne pas ce qui va lui arriver.
Parce qu'autrement, on va mettre une pression sur l'enfant, on va lui présenter le passage en 6e, qui est un événement heureux. Hein. Oui. C'est vraiment un événement heureux. Et c'est une bonne chose pour l'enfant. Et on lui présente comme si ça allait être une catastrophe, il n'allait pas se débrouiller, il allait être perdu. S'il rate sa 6e, sa vie est finie, il va terminer sa vie dans une voiture, sans logement. Enfin, je veux dire, c'est l'horreur quoi. Il n'aura jamais de métier. Certains parents angoissent à ce point-là. Non mais pourquoi est-ce que les parents angoissent à ce point-là? C'est terrible quand même. C'est vrai que c'est une étape dans la vie d'un enfant vers l'adolescence. Mais il n'y a pas de quoi en faire un fromage. Si. Non, sauf que souvent les parents, alors je dirais plutôt les mères quand même, plus souvent, ça faisait longtemps, continuent à voir leur enfant comme un bébé. D'accord, donc l'angoisse principale vient de la maman. Quelquefois le père, mais souvent la mère. D'abord parce que dans notre culture, c'est les mères qui sont chargées, malheureusement, essentiellement de l'éducation. Et ça commence à changer, mais c'est encore peu fréquent. Alors, le piège, vous l'avez dit, c'est de vouloir en faire trop, d'éviter tous les pièges à son enfant. Donc ça veut dire dans la préparation avant, ou ça veut dire une fois que l'enfant a commencé sa scolarité et peut-être faire les devoirs à la place de son enfant, ou essayer de gérer son emploi du temps, enfin plein de petites choses. Oui, la préparation avant est importante, enfin, surtout donner confiance à son enfant. Et puis après, il faut venir en appui, en soutien de son enfant, parce qu'il va devoir apprendre, enfin, il fait de nouveaux apprentissages, mais en même temps, il se développe. Il est à une phase où les apprentissages sont très importants pour lui. Donc il y a la crise oedipienne qui s'est apaisée, l'adolescence qui n'est pas encore là. Donc c'est le moment où les apprentissages sont favorisés. Ah d'accord. C'est un peu là, mais pas encore là. Et donc, c'est un moment où l'enfant est capable d'entrer en 6e, de changer de salle, changer de prof, avoir des nouvelles options. Mais par contre, il peut manquer de confiance parce que les parents angoissent, comme on disait. Donc, il faut soutenir, il faut rappeler à l'enfant ce qu'il y a le lendemain, lui faire intégrer, comme vous dites, l'emploi du temps, etc. Oui, tout ça, c'est très, très utile. Alors, on avait une réaction de Juliette qui nous disait « Nos enfants sortant du primaire ne sont pas totalement préparés à être autonomes, faute aux parents, mais aussi au système de l'éducation nationale qui se repose trop sur la bonne volonté des parents à être derrière. » Est-ce que vous êtes d'accord avec Juliette ? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Je crois que ce n'est pas... Alors, l'éducation nationale peut faire en sorte de favoriser l'autonomie dans les apprentissages. Par contre, l'autonomie, c'est de la responsabilité des parents et de la faculté de pouvoir voir son enfant grandir et accepter que donc potentiellement il puisse partir. En fait, quand on élève un enfant, c'est évidemment pour qu'il parte le plus vite possible. Hein, voilà, contrairement au couple. Oui, dans le couple, on essaye de garder son mari ou sa femme le plus longtemps possible. Là, pour les enfants, on devrait favoriser l'autonomie pour qu'ils partent. Et en général, voilà, là, ça bloque. Ça bloque un peu, donc c'est au sein de la cellule familiale que l'autonomie s'apprend et qu'on peut faire confiance à l'enfant si, évidemment, on n'a pas peur qu'il se blesse tout le temps. Voilà, enfin. Alors, vous en avez parlé tout à l'heure, Toussaint, de la transition entre l'enfance et l'adolescence. Il y a les parents qui doivent gérer, c'est une chose, mais il y a l'enfant aussi qui doit gérer ses propres changements. Et alors là, comment est-ce qu'on peut l'aider ? Alors, dans l'entrée en 6e, 10-11 ans, on n'est pas trop travaillé encore par l'adolescence, on est dans la préadolescence, bien que de plus en plus précoce. On devienne précoce. Mais c'est une période qui est encore assez calme. Par contre, un des apprentissages nouveaux, c'est le regard de l'autre, le regard du groupe, le fait de devoir être accepté dans le groupe, le fait de pouvoir intégrer les normes du groupe. Et ça, c'est tout nouveau et ça va poser quelques problèmes à l'enfant parce qu'il va essayer de s'adapter et il va devoir gérer ses émotions. Et ça, c'est tout un apprentissage et c'est à cette période-là du développement psychique où l'enfant arrive à cacher un peu ses émotions à certaines personnes et à donner ses émotions, offrir ses émotions à ceux qui lui sont proches. Donc c'est une nouvelle compétence qu'acquiert l'enfant à ce moment-là. Alors, mais ça peut lui poser problème. Le rôle du parent là-dedans, dans cette construction de soi, est-ce qu'il faut, vous parliez de ne pas rompre la discussion, est-ce qu'il faut insister pour savoir si tout se passe bien, ou alors est-ce qu'il faut prendre un peu de distance? Comment on jauge? La distance, on va la prendre à l'adolescence, c'est-à-dire on va respecter la distance que met l'enfant.
Donc on ne va pas rentrer dans sa chambre, on ne va pas faire le ménage même si c'est calamiteux. On laisse l'enfant gérer son domaine. Il faut qu'il ait une intimité, il faut que cette intimité soit respectée. Mais à cet âge-là, il faut rester proche de l'enfant, il faut pouvoir lui permettre de verbaliser parce que l'enfant est toujours dans le côté moteur, dans la motricité pour ses apprentissages. Et donc, il faut l'aider à verbaliser ses émotions, il faut l'aider à verbaliser ce qui ne va pas. On ne va pas non plus passer sous silence ce qui peut se passer dans les collèges. Hein. Il peut y avoir une mise en exclusion, il peut y avoir du harcèlement, etc. Si on voit que son enfant change d'attitude, est inquiet, ne parle pas, mange moins, etc., il faut évidemment être très attentif à ces mouvements-là. Puis il faut faire attention, être vigilant aussi avec tous les nouveaux outils qui gravitent autour de l'enfant. Je pense notamment à toute la technologie, à Internet. Ça peut être aussi un facteur sur lequel il faut être vigilant, en tout cas insister et ne pas lâcher. Bien sûr, il faut être vigilant, il faut surtout offrir à l'enfant des pauses. C'est-à-dire ? Enfin, l'obliger à faire des pauses sur les outils technologiques. Un enfant a besoin de jouer. Voilà. Et à cet âge-là, il a besoin, on peut dire, s'il va apprendre 30 minutes, il aurait besoin de se dépenser 60. Mais est-ce que l'enfant ne va pas abandonner certains jeux pour... Quand je dis jouer, ce n'est pas des jeux sur l'ordinateur, c'est jouer à l'extérieur, jouer avec des autres. D'accord, donc ça irait. Ouais. C'est une période de son développement où il arrive à avoir une gestion de l'espace beaucoup plus fine. Donc, il est très habile. C'est le moment où l'habileté se développe. Donc, tout ce qui est manuel, tout ce qui est apprentissage des milieux naturels, tout ce qui est sport, ça, c'est extrêmement doit être privilégié. Voilà. Au détriment, je dirais, des nouvelles technologies. Bien sûr, il utilisera son téléphone, son ordinateur, etc. Mais il faut que les parents, il faut que les parents soient très vigilants par rapport à ça et qu'ils permettent à l'enfant et de s'ennuyer. C'est très important qu'il puisse s'ennuyer, qu'il puisse rêver, qu'il construise son intériorité et qu'il puisse jouer avec d'autres à l'extérieur. Alors, finalement, on parlait de l'hygiène de vie, hein, d'une certaine façon. Comment est-ce qu'on va apprendre ou réapprendre à son enfant, après les longues vacances d'été, à se coucher plus tôt, à avoir une hygiène de vie adaptée à ces nouvelles difficultés qu'il va rencontrer au collège ? Oui, Est-ce qu'il faut l'imposer ? Est-ce que un enfant peut, la fessée ? Il peut faire, oui, pourquoi pas, mais enfin, c'est pas la meilleure solution. Hein. L'enfant connaît les contextes. Et il sait que quand il est en vacances, il est en vacances. Et quand il doit aller à l'école, il sait comment ça se passait avant. Donc les parents, c'est eux qui décident de comment ça va se passer à la maison. Qui fixe les règles, ce sont les parents. On a tendance à l'oublier parfois. Donc, effectivement, on se couche à telle heure parce qu'on a besoin de sommeil. On peut l'expliquer, on peut le réexpliquer. On n'a pas besoin de négocier pendant des heures pour l'imposer ensuite. C'est très important le sommeil pour un enfant de cet âge et ce sera encore plus important 2-3 années après. Ah oui. Parce que le sommeil, c'est ce qui va permettre d'une part les apprentissages. Donc plus on peut dormir et mieux on va apprendre ces nouveaux apprentissages. Et puis ensuite, ça prévient quand même toutes les maladies mentales possibles. Donc insister sur le sommeil est la base, la nourriture évidemment, et vérifier quand même que son enfant se nourrit bien, convenablement. C'est aussi un élément de base des règles de l'hygiène de vie que doivent imposer les parents. Alors ça, c'est en théorie. En pratique, des fois, c'est un peu plus compliqué. Oui. Tout ça. Je rappelle, vous pouvez nous appeler en direct au 0800 3x0 900. Toussaint est là pour répondre à vos questions. On avait encore une réaction de Juliette qui disait au final, le serpent se mord la queue. Si on lâche les enfants, les notes chutent. Et si on est derrière, leur autonomie prend plus de temps. Oui, c'est le genre de phrase qui, de toute façon, ne permet pas de réponse adaptée. Parce qu'en fait, on pose une question binaire. C'est ou bien, alors que dans la vie, c'est jamais ça. Donc, effectivement, il faut être derrière l'enfant à un moment donné pour l'inciter à faire ses devoirs, à apprendre, etc. Mais ce n'est pas pour ça que les notes vont chuter après, si on n'est plus derrière, vous voyez. C'est simplement qu'il faut trouver là aussi la bonne distance, il faut faire confiance et vérifier, voilà. Donc on est d'accord, ça ne fait que commencer, hein, l'adolescence. Il faudrait être vigilant tout le temps. Je le disais, ça fait 2 semaines que les cours ont repris. C'est pas parce que ça se passe bien maintenant qu'il ne faut pas rester vigilant, ou inversement, c'est pas parce que ça s'est pas trop bien passé au départ que ça va être la catastrophe toute l'année ? Non, mais
Moi, je voudrais quand même attirer l'attention sur le fait que pour l'enfant, c'est un moment privilégié. L'entrée en 6e et au collège, il va se faire de nouveaux amis, il est dans de nouveaux espaces, la socialisation est importante. Il faut remettre ça dans un contexte beaucoup plus de plaisir, je dirais, que d'angoisse. Donc vous êtes confiant. Ah oui, totalement. Je fais confiance aux enfants, en tout cas, et dans leurs ressources. Oui. D'accord. Écoutez, ce sera le mot de la fin, Toussaint, je vous remercie. Je voudrais vous dire également que demain, à votre place, nous aurons Sophie Raspail. Elle est chargée de mission mobilité et transport à l'agence d'urbanisme. Et elle nous dira comment faire pour passer une journée entière sans voiture. Je ne sais pas si vous avez déjà réussi à relever le challenge, Toussaint. Oui. Je vous félicite parce que c'est pas forcément évident, mais donc promis, ça n'est pas impossible. Toutes les pistes vont être envisagées demain puisque c'est la semaine européenne de la mobilité qui démarre. Moi, je vous donne rendez-vous demain, même endroit, même heure. Encore une fois, je vous remercie, Toussaint. À très vite. Ciao. Merci.